manifestation. Comme prévu notre point de presse d'aujourd'hui. Alors nous débutons notre point de presse. La situation du président Eugène Diomini Ndongala, secondé par l'avocat du président Eugène. Ne pas traîner, madame doit nous faire l'exposé. Monsieur d'être venu pour entendre ce que la famille Diomini Ndongala voudrait communiquer à la presse et qui concerne un peu la situation qu'on peut définir seulement comme scandaleuse, où il se trouve maintenant le député de la démocratie chrétienne, Eugène Diomini Ndongala. Je voudrais commencer un peu de la fin, c'est-à-dire de la situation de torture physique et morale dans laquelle se trouvent en ce moment les prisonniers politiques, Eugène Diomini Ndongala, et les autres prisonniers politiques qui sont actuellement incarcérés à la prison de Makala. Ils font l'objet depuis plus ou moins des semaines de traitements inhumains, cruels et dégradants à cause de la diffusion, parce qu'on n'a pas d'autre justification, d'une photo qui a été publiée par le site de M. Freddy Mulongo, où on voit les prisonniers politiques Diomini Ndongala, Mokia, Kikunda et Eugène Diomini Ndongala, justement, repris dans une photo. À cause de ces photos et à cause d'une lettre que mon mari m'a envoyée et m'a demandé de diffuser publiquement, voilà que depuis des semaines, les personnes que je viens de citer et que je répète sont des prisonniers politiques en RDC, sont privés du droit de sortir de leur cellule, font l'objet de fouilles violentes. On entre brusquement, pratiquement tous les jours dans leur cellule, on jette la nourriture par terre, l'eau, et on les laisse comme ça toute la journée. Et on utilise d'ailleurs des condamnés à mort pour infliger des traitements cruels et dégradants que je ne vais pas vraiment donner plus dans les détails pour éviter qu'on ajoute à l'injustice l'humiliation. Cette situation, en ce qui concerne mon mari, le député Eugène Diomini Ndongala, parce que je tiens à souligner que mon mari est député national élu de la ville de Kinshasa, est encore plus paradoxal parce que il y a eu le 15 avril et le 3 mai bien des ordonnances de la Cour suprême de justice qui ont statué l'assignation à résidence du député Eugène Diomini Ndongala. Et je dois vous rappeler que selon l'article 103 et 114 du Code de procédure devant la Cour suprême de justice, un député national ne peut pas être mis en prison à titre de détention préventive. Ça, c'est la loi qui le dit. Je vous donne tous les détails. Ordonnance loi numéro 42-017, publiée dans le journal officiel du 1er avril 82. L'ordonnancement congolaise interdit la détention préventive. Alors, quelqu'un doit m'expliquer pour quelle raison le procureur général de la République, on le cite par entière, Flori Kabange Numbi, s'est mis en rébellion et rébellion avec récidive par rapport à des ordonnances de la Cour suprême de justice. Mon mari est arrivé à l'extrême. Je crois que mon avocat, Maître Bondo, avait déjà donné une conférence de presse où il avait annoncé. Elle a été obligée de déposer une plainte contre le procureur général de la République, la voilà, qui a été régulièrement envoyé, voilà les consignes par DHL et voilà les accusés de réception. Mais depuis l'heure, Monsieur le procureur général de la République a décidé de ne pas appliquer les ordonnances de la Cour suprême et de laisser les prisonniers politiques Eugène Diomini Ndongala en prison après l'avoir arrêté arbitrairement
Ils les détiennent maintenant illégalement en prison. Voilà pourquoi la situation concerne, oui, des violations des droits civils et politiques et des droits de l'homme d'une personne, mais on oublie aussi qu'il s'agit d'une députée de l'opposition. Et cette situation est très grave parce que ça mine même, je vais dire, les fondations d'une démocratie pluraliste et représentative, qui d'ailleurs a été le combat de mon mari depuis plus de 20 ans. Mon mari a commencé ses activités politiques à l'époque de la Conférence nationale souveraine. Et depuis 20 ans, son objectif politique a toujours été l'installation en RDC d'une véritable démocratie pluraliste et représentative. Dans une démocratie représentative, le rôle d'un député national est protégé parce qu'il est exposé par rapport à son rôle de critique de l'action du gouvernement. Si cette protection-là vient à tomber, je suis désolée, on ne peut plus parler de démocratie pluraliste et représentative en RDC. Mais malheureusement, la situation va au-delà, parce que je me pose des questions sur le fonctionnement de l'état de droit en République démocratique du Congo. Mon mari fait l'objet depuis désormais 2 ans d'un harcèlement politique masqué avec l'instrumentalisation de la justice qui est sans pareil. Il a été arrêté en 2010 avec un montage toujours des services de sécurité au Bas-Congo. On a menacé mes enfants en juin 2011, curieusement toujours par des militaires proches du pouvoir, avec une volonté, on ne sait pas si de les enlever ou de provoquer un accident pour les tuer. Ça, c'est encore une question ouverte, parce que la justice ne se prononce pas. Nous vivons un état de déni de justice totale. Et depuis juin 2012, nous sommes en train de passer d'un montage à l'autre qui en réalité cache quoi? La volonté de faire des règlements de comptes politiques envers un opposant. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais je vous cite la Libre Belgique du 9 mai 2012, a été le fer de lance de l'opposition à M. Kabila ces dernières années. Et maintenant que nous nous trouvons dans cette situation de mort civile, et je souligne bien les mots, mort civile, parce qu'au moment où je vous parle, le député Diomi Ndongala est dans un état de mort civile. C'est un homme qui n'a plus de droits. Se trouve dans une situation de vacuum juridique absolu, et en plus, il est soumis à une situation de torture. Et je pèse bien les mots, c'est vraiment une situation de torture. Pour cacher ou quand même intimider ce cadre qui n'est pas réjouissant pour ce qui concerne les droits civils et politiques en RDC, les derniers montages qui a vu même le ministre des Affaires intérieures s'est donné un spectacle, je suis désolée, mais c'est ça la réalité, face à des bouteilles en plastique comme celle que j'ai moi devant moi, ou qui a emprunté à son propre jardinier un machette pour dire que c'était les instruments d'un coup d'État dont mon mari serait l'organisateur. Je crois que quand on arrive à ces limites-là d'incohérence et de ridicule qui ridiculise tout un État, je crois qu'il faut se poser des questions comme la fondamentale où la RDC est en train d'aller. Je ne sais pas si je peux profiter quelques minutes de votre patience, parce que je voudrais vous lire la lettre que mon mari m'a envoyée, et pour laquelle d'ailleurs vient d'être torturé, et il est en train d'être torturé depuis des semaines à la prison CPRK d'Idmakala à Kinshasa. Il souffrait que je vous la lise jusqu'au fond. Chère Patricia, je n'ai pas besoin de te rappeler pourquoi je me bats et pourquoi je suis si combattue. Depuis des années, nous faisons face régulièrement à toute forme d'intimidation, de violence physique et morale.
C'est inutile de nous attarder sur les détails de leur manigance. Ils veulent casser notre volonté de rester debout et de parler au nom de ces peuples si fiers et si meurtris. J'aimerais que ces peuples puissent retrouver dans sa conscience collective la force de Kimpa Vita, la foi inébranlable dans sa dignité d'homme libre de Simon Kimbangu, le courage de Lumumba et de son compagnon de combat qui fut Gaston Diomindongala. Et encore, plus près de nous, le courage d'Armand Tungulu et l'amour profond pour le Congo de mon ami Floribert Chebeya. Ils peuvent nous embastiller, comme ils ont fait avec Tshisekedi. Mais cette étincelle de dignité qui est en nous ne pourra pas être éteinte si facilement. Aucun Congolais au monde ne subit, aucun peuple au monde ne subit ce que subissent les Congolais en ce moment de leur histoire. Les richesses naturelles ne leur appartiennent plus. Millions de Congolais sont obligés de s'exiler pour échapper à la guerre, à la dictature, aux persécutions et à la faim. Tout est corrompu. Et ce qui reste de l'État congolais s'écroule sous le poids de la trahison, de l'incompétence et de la chosification des citoyens. Notre dernier rempart était notre terre, féconde, d'une beauté sans pareille au monde, et qui a généré un peuple digne, fort et généreux. Maintenant, ils veulent nous arracher notre terre, après que nous l'avons nourrie pendant des années, avec les dépouilles mortelles de nos mères, de nos pères et de nos enfants massacrés par millions. Je suis avec les autres prisonniers politiques que tu connais, Coutinho, Mokia, Chalupa, et nous nous sommes dit que de défaite en défaite, nous arriverons à la victoire. Car ils oublient que l'esprit de ceux qui se sont battus dans le passé nous anime. Ils ignorent que cette terre si riche et merveilleuse qui nous a générés ne pourra jamais être arrachée au peuple congolais. Ils ne savent pas que malgré l'abrutissement qu'il impose aux Congolais en les privant de leur bien-être, de leur culture, de la communication et de la liberté, ceux-ci restent plus forts qu'ils portent en eux les gènes de Kimpa Vita, la conscience de Simon Kimbangu, l'esprit de liberté de Lumumba et Gaston Diomi, le courage d'Armand Tungulu et la capacité d'abnégation jusqu'au sacrifice suprême de Floribert Chebeya. Ils jettent sur moi les reflets de leur propre turpitude. Ils passent d'un montage à un autre, sans gêne, de toucher au ridicule, qu'ils n'ont pas de conscience de ce qu'ils font et du discrédit qu'ils jettent sur ce qui reste de l'État congolais, devenu un paillasson sur lequel ils nettoient leurs bottes tachées de sang et ils déchargent quotidiennement leurs kalachnikovs. Ils conspirent à longueur de journée pour que je ne parle plus, pour que j'abandonne la lutte à côté d'Étienne Tshisekedi et pour que je ne revendique plus les droits des Congolais, pas seulement à faire semblant de voter pour leurs dirigeants, mais aussi et surtout à les élire effectivement. Nous savons que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ont essayé de salir mon nom, de me priver à plusieurs reprises de la liberté et de me briser physiquement, comme ils font d'ailleurs avec des milliers de Congolais chaque jour. Si ma voix peut être entendue, fais-la entendre. Ils n'ont pas peur de moi comme individu, mais de cet esprit redoutable qui anime le peuple congolais, dont ils veulent effacer la mémoire. Je suis là debout, car, comme disait Gandhi, un homme debout fait plus peur aux oppresseurs que 1000 hommes couchés. Prends soin des enfants et jeunes. C'est à cause de ces messages que, d'ailleurs, il est en train de subir ce qu'il subit maintenant. Et bon, je vais seulement ajouter, pour terminer, une dernière annonce face à ces dénis de justice et ces violations totales de toute garantie des droits constitutionnels. Et vu que mon mari se trouve en situation, je répète, de mort civile en ce moment, je vais annoncer que si la situation perdure, je vais faire miennes les armes qui sont celles du combat pacifique et non violent pour revendiquer la vérité et la justice. Et je vais commencer à partir de lundi prochain une grève de la faim illimitée jusqu'à la libération de mon mari. Voilà, j'ai dit tout. Pour le cas du président Eugène Diomindongala. De la détention de l'honorable Diomi, parce que les autorités judiciaires et politiques
vers lesquels nous pouvions nous diriger pour veiller à ce que les lois soient respectées sont elles-mêmes en train de les violer. Imaginez un peu dans un État comme la République démocratique du Congo, lorsque le procureur général de la République, l'organe de la loi numéro 1, censé veiller au respect de la loi et à l'exécution des décisions judiciaires, particulièrement celles rendues en matière répressive, viole ces décisions, refuse de les exécuter. Une concrète, la Cour suprême a à 2 reprises, en application des dispositions légales citées par l'épouse Diomi tantôt, ordonné qu'il soit placé en résidence surveillée. On n'a pas besoin d'être docteur en droit pour comprendre ce que signifie une résidence surveillée. Pas plus tard que la même semaine où la décision a été rendue concernant l'honorable Diomi Ndongala, une décision pareille était rendue, je pense, au Pakistan, concernant l'ancien président pakistanais qui était aussi assigné à résidence surveillée. Le même jour où j'ai reçu, je crois, un coup de téléphone de Madame Diomi, j'ai regardé sur France 24 l'application de la résidence surveillée en ce qui concernait l'ancien président pakistanais. Curieusement, en République démocratique du Congo, la notion de résidence surveillée semble difficile à comprendre. Et cette compréhension n'est rendue difficile que pour des considérations purement politiques. Parce qu'on ne me ferait pas croire que les terminologies françaises sont différemment comprises quand on les analyse au Congo qu'à Paris ou à Bruxelles ou au Pakistan. C'est les mêmes terminologies. Mais par contre, les considérations subjectives sont autres. Que cette résidence surveillée-là, quand elle concerne l'honorable Diomi Ndongala, député de l'opposition, ça s'apparente à la prison centrale de Makala. Alors là, c'est une conception purement congolaise. Donc, c'est là tous les regrets si on en arrive à faire des conférences de presse. C'est parce que le voie purement judiciaire semble devenir inopérant. Et pas plus tard que la semaine passée, je pense la semaine passée, j'ai saisi le ministre de la Justice, qui est l'autorité hiérarchique du procureur général de la République en vertu de la dernière révision constitutionnelle. Mais nous n'avons encore reçu aucune réponse. Mais on ne pourra pas me dire que le président de l'Assemblée nationale, pris comme tel, ou l'institution Assemblée nationale, n'est pas au courant qu'un député national est en détention préventive à la prison centrale de Makala. Mais curieusement, cette situation, cette attitude du procureur général de la République ne trouble aucune autorité. Alors, c'est ce qui justifie tout ce qu'a dit l'épouse Diomi tantôt, que c'est uniquement politique. Parce que lorsque les lois sont violées de manière flagrante et qu'il n'y a aucune sanction contre les auteurs de ces violations, de là à conclure que ceux qui devaient sanctionner sont contents, pour ne pas dire à la base de cette situation, il n'y a qu'un pas. C'est ça, à première vue, les limites devant lesquelles nous nous trouvons. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons de persévérer